mes camarades, notre 80e congrès doit être, c'est notre ardente obligation, un congrès de vérité, un congrès qui nous redonne foi en nous-mêmes, un congrès qui nous redonne cette volonté de transformer la société afin que les Françaises et les Français retrouvent des façons et des raisons d'espérer. Notre pays, nous l'avons tous constaté, nous le vivons, est épuisé. Notre jeunesse est minée par l'éco-anxiété. Jamais les rapports entre nos concitoyens n'ont été aussi rudes. Et pourtant, dans le même temps, jamais les actions de solidarité n'ont été aussi développées. Et l'envie de donner du sens à sa vie, au-delà de la société de consommation, cette envie n'a jamais été aussi affirmée. Et notre famille politique est celle qui, depuis 2 siècles, offre des débouchés politiques aux colères, donne corps à la promesse républicaine, porte haut l'idée que nous toutes et tous, quelles que soient nos histoires personnelles, nos histoires familiales, nos héritages, nous avons vocation à construire un destin commun. Notre congrès doit donc être utile et pour cela s'articule autour de 3 attentes finalement, de 3 moments. Le moment où nous faisons le bilan de la direction nationale sortante qui en 2018 nous promettait la renaissance, c'est le moment où nous affirmerons notre orientation, c'est le moment où nous allons pouvoir enfin structurer, et nous en avons besoin, notre corpus idéologique. Je redis avec force, ce congrès est stratégique. Chaque militante, chaque militant a entre ses mains, par son vote, un choix décisif. Ce choix va engager l'avenir de notre famille politique, du Parti socialiste, mais aussi l'avenir de la gauche et des écologistes, donc l'avenir du pays, l'avenir de notre jeunesse. Mais voilà, le disais-je d'un premier temps, celui du bilan. Pendant ces 5 années, en dehors de quelques anathèmes, nous n'avons pu tirer aucun bilan ni de nos réussites, ni de nos erreurs, ni de nos manquements, liés y compris au quinquennat de François Hollande. Nous avons perdu avec régularité des militants et ce congrès verra un nombre de votants historiquement bas. Nous avons perdu des villes, des conseillers départementaux et régionaux au gré d'accords qui nous ont été très souvent défavorables quand ce ne sont pas les sortants, présidents de région, présidents de département, qui les ont pris en main. Nous n'avons plus aucun député socialiste dans de nombreux départements, même dans des circonscriptions dans lesquelles les socialistes sont solidement implantés au travers de leurs collectivités locales. Enfin, nous avons si peu travaillé notre doctrine que notre famille politique a enregistré un score de 1,75% aux élections présidentielles. Ce que je dis est factuel. 2018 était promis la renaissance, 2022, nous sommes dans l'attrition de notre famille politique. Depuis les élections européennes, la direction du PS a conduit une stratégie d'effacement derrière d'autres forces politiques, faisant de l'union de la gauche non pas une méthode vers la victoire, mais une tactique désespérée. Permettez-moi, pour une fois encore, de redire que cet accord, sauf qui peut, qui tentait de conserver quelques sièges à l'Assemblée nationale, sans base programmatique et sans consultation des militants, mène à une impasse et j'y reviendrai. Permettez-moi de rappeler encore une fois nos 78 camarades suspendus sans autre forme de procès, qui étaient simplement candidats sous nos couleurs aux élections législatives. Il est évident que si notre motion... Il est évident que si notre motion est majoritaire, puisqu'elle sera majoritaire, nous réintégrerons nos camarades, car c'est le congrès qui tranche la ligne. Merci. Ainsi, je le disais, cet accord, nous considérons qu'il mène à une impasse. Nous l'avons vu il y a encore peu, et je veux revenir sur cet épisode, non pas pour réargumenter de nouveau, mais pour peut-être réexpliquer et dire pourquoi, lorsque, par 3 fois, lorsque la France insoumise a présenté, vous savez, il y a quelques semaines de cela, une motion de censure
après que le gouvernement d'Elisabeth Borne a engagé le 49.3, cette motion de censure a été chaque fois votée par l'extrême droite. Bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en question le travail de nos députés socialistes. Je me permets en insiste de regretter d'ailleurs que leur travail soit peu relayé par le parti comme celui de l'ensemble de nos parlementaires, les sénateurs socialistes et députés européens. Je crois que nous gagnerions à mieux faire connaître leurs travaux. Mais revenons à l'objet premier de mon propos. Bien sûr, nous n'avons jamais cautionné l'extrême droite et personne de notre contribution aux motions ne l'a dit. En revanche, nous avons laissé Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants théoriser le fait que la fin justifiait les moyens, théoriser le coup d'éclat permanent, le bruit et la fureur. J'invite chacun et chacune à relire le discours de Léon Blum au congrès de Tours, qui explique à ce moment-là les raisons pour lesquelles il ne peut dissoudre le socialisme dans la stratégie portée alors par les communistes français qui rejoignaient les communistes soviétiques russes de cette grande internationale. Laurent Baumel, tout à l'heure, parlait d'un congrès stratégique, finalement, d'un congrès de ligne, et je partage avec lui. Si nous revenons sur les propos je le partage avec lui. Si nous reprenons les propos de Léon Blum, il disait « Nous ne pouvons développer une tactique des masses entraînée à leur insu par des avant-gardes. Cette tactique de la conquête des pouvoirs publics par un coup de surprise, en même temps que par un coup de force, mes amis et moi, nous ne l'admettons pas, nous ne pouvons pas l'admettre. Nous croyons qu'elle conduirait le prolétariat aux plus tragiques désillusions. Nous pensons que tout mouvement de prise du pouvoir qui s'appuierait sur des masses profondes que nous n'aurions pas organisées serait donc sur un fondement bien fragile et exposé à de bien dangereux retours. Nous ne savons pas avec qui seraient le lendemain celles et ceux que vous auriez entraînés la veille. » Et vous me direz, ce discours est daté, il a 100 ans. Mais pas du tout, mes camarades. Pas du tout. Et je reviens sur l'exemple que j'ai déjà eu l'occasion de développer dans des assemblées générales. Nous l'avons vu en Outre-mer, sur notre territoire, après la gestion désastreuse de la crise sanitaire par le gouvernement. Dans ces territoires français qui concentrent plus de difficultés que partout ailleurs dans l'Hexagone, où des territoires qui votent à gauche, qui au premier tour ont souhaité avoir un candidat de gauche au second tour et qui ont voté massivement Mélenchon. Que s'est-il passé lorsque Mélenchon théorise le coup d'éclat, le bruit et la fureur? Que se passe-t-il au deuxième tour? Au deuxième tour, les électeurs de gauche, ceux-là même qui empêchaient Jean-Marie Le Pen d'atterrir autrefois aux Antilles et dans les Outre-mer, ont voté pour Marine Le Pen massivement. Donc vous le voyez bien, lorsque nous théorisons l'impuissance démocratique, lorsque nous portons du bruit et la fureur, alors, ce sont les populistes qui gagnent. Ils gagnent en Europe, ils gagnent dans les Amériques et ils peuvent gagner demain chez nous. Mais réécoutons que nous redisait finalement Léon Blum et que je souhaite vous porter. C'est qu'il nous encourage à travailler, convaincre et former pour permettre l'émancipation du plus grand nombre. C'est cela la route historique des socialistes. Si nous écoutons les mots de l'écrivain français et martiniquais Patrick Chamoiseau au lendemain des présidentielles, il a écrit un très beau texte que je vous invite à lire. Rien ne s'oppose à la nuit, dit-il. Elle grandit dans la France, elle grandit dans le monde, elle œuvre en chacun de nous. À charge pour ceux qui la refusent encore de réinventer l'aube. Et c'est donc notre mission, celle des socialistes, de réinventer l'aube. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de nous remettre au travail, en capacité de penser le monde. Et c'est ainsi que notre texte d'orientation, refondé, rassemblé, gouverné, propose un chemin afin que la gauche puisse être de nouveau audible et rallumer toutes les lumières. Si dans le passé, au sein des alliances de l'Union de la gauche et de la gauche plurielle, les organisations avaient les valeurs de la gauche universelle en partage, c'est désormais le cynisme qui prime et un populisme qui heurte nos valeurs. Alors oui, je le dis, si je suis première secrétaire au mois de janvier, si notre motion est majoritaire,
nous suspendrons notre participation à la NUP. Parce que nous sommes prisonniers d'une alliance dans laquelle la base sociologique se réduit comme peau de chagrin autour d'un noyau dur, des habitants qui vont bien dans le cœur de nos métropoles. De nombreux Français issus des quartiers populaires, des villes moyennes, des zones rurales, des classes plus aisées se sont détournés des socialistes pour leur préférer d'autres offres. Pire encore, se sont détournés de la gauche dans son ensemble. Je vous rappelle que la gauche, toute confondue, pèse 30% aux dernières élections, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en capacité d'arriver au pouvoir. Mes camarades, si nous voulons enrayer la montée de l'extrême droite, il nous faut porter et regarder avec lucidité les maux dont souffre notre société et comprendre les désordres du monde. Nous devons, face aux colères qui montent, parce que le gouvernement les conforte au travers de ses annonces sur les retraites, auxquelles nous nous opposerons évidemment, l'assurance chômage, la non-taxation des super-profits, parce que ces colères montent, il nous faut offrir un débouché politique. Alors je vous propose que nous revendiquions une gauche des solutions aux antipodes de la gauche de l'incantation, une gauche déterminée à gouverner. Et nous proposons de bâtir un nouveau rassemblement de la gauche fière de ses valeurs, ancrée dans la réalité de tous les Français et tournant le dos à l'impasse populiste. Je vous propose donc un triple rassemblement. Le premier, c'est celui que nous avons à revendiquer, celui qui avait porté en leur temps Jean Popren et François Mitterrand, celui du front de classe, c'est-à-dire l'alliance nouvelle entre les catégories populaires qui se réfugient dans l'abstention, le vote blanc, des classes moyennes qui se détournent de nous et qui votent Rassemblement national, et des classes favorisées désormais parties chez La République en marche, faute de propositions. C'est cette alliance-là que nous devons réaliser et pour cela, construire un véritable travail programmatique, une réflexion de l'ensemble des militantes et des militants. Nous avons posé 17 questions que je vous suggère évidemment ardemment de lire dans notre motion. Des questions auxquelles il nous faut répondre, elles ne sont pas exhaustives, mais ce sont celles qui nous ont fracturés pendant le quinquennat précédent, pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, et notre crédibilité résidera dans les réponses que nous y apporterons. Nous ouvrons des pistes de réflexion et nous voulons répondre avec l'ensemble des Françaises et des Français. Ces questions, vous le savez maintenant, s'articulent autour de 3 pôles. J'y reviendrai brièvement puisque l'essentiel est dans le texte. D'abord, faire France commune. Je l'ai dit, notre pays est épuisé, mais il est divisé. Le mouvement des Gilets jaunes a mis en exergue l'injustice territoriale, les difficultés d'accès aux services publics, le délaissement du périurbain et de nos campagnes. Une partie de nos concitoyens ne croit plus au pacte républicain, ni en la promesse républicaine qu'a longtemps incarnée, par exemple, notre école. La crise sanitaire a accéléré le service à distance, empêché la relation à l'usager qui doit redevenir centrale. C'est ainsi que nous proposons, dans ce pôle France commune, de revenir sur des questions fondamentales. L'école d'abord, qui stratifie aujourd'hui, hélas, les inégalités sociales. Nous devons recréer une nouvelle alliance éducative entre l'éducation nationale, l'éducation populaire et les parents, nous réapproprier les concepts de méritocratie et d'excellence. Nous devons redire notre attachement à l'universalisme malmené aujourd'hui, en refusant à la fois la tentation différentialiste essentialiste, y compris à gauche, et en écartant un principe d'assimilation qui nierait les histoires personnelles. Le mouvement féministe éclate enfin en pleine lumière. Angèle Louvier a redit la force que porteront nos propositions sur ce champ-là dans notre motion. Et puis, il nous faut parler des sujets dont on nous dit que nous sommes éloignés. La sécurité, faire de la sécurité, c'est être de gauche. Nous devons nous en emparer et reconstruire ce pacte entre les citoyens, les forces de l'autre et la justice. Parler d'immigration en vérité, à un moment où l'extrême droite l'instrumentalise, à un moment où la droite n'a comme solution que de fermer des frontières au moment des crises climatiques majeures. Le deuxième pôle, c'est celui de l'urgence sociale et écologique, où nous devons redire l'importance de la valeur du travail comme un élément de société et d'émancipation, réfléchir sur l'évolution du travail salarial. Nous devons garantir l'accès aux soins pour tous. Vous lirez nos propositions
Et enfin, protéger notre environnement face à un capitalisme débridé. Nous devons penser à une transition écologique juste. La crise environnementale, mes camarades, est une question sociale. Pas de transition écologique sans réduction des inégalités. Enfin, nous devons retravailler la question de la fiscalité. Mes camarades, le troisième pôle est le fait de réaffirmer notre attachement à une Europe encore plus au service des peuples et des territoires, face à une mondialisation débridée. Nous l'avons dit clairement dans notre texte, nous ne ferons pas d'alliance avec la France insoumise parce que nous croyons en l'Europe. Nous aurons un socialiste comme tête de liste aux élections européennes, un socialiste choisi par les militants, évidemment, et les militantes. Je tiens à le redire, nous redeviendrons un parti garant du vote des militants. Nous aurons à construire, évidemment, notre Europe qui a toujours été un sujet sensible entre l'attachement des Européens à leur nation et le désir de fédéralisme, en la construisant autour des questions de sécurité, de services publics. Et puis, il nous faudra nous inscrire dans le multilatéralisme. La question internationale, nous le voyons bien, avec la guerre dans notre continent, les blocs qui se reforment en Asie, dans les Amériques, nous obligent à de nouvelles réponses. Vous l'aurez compris, mes camarades, notre motion est celle de la constance. Depuis Villeurbanne, nous regrettons l'effacement et la disparition portée par la direction nationale. Notre motion se veut être celle de la réflexion, de la clarté de tous les sujets abordés. Notre motion est aussi celle de la fidélité à notre parti. Je crois profondément au Parti socialiste comme un parti de militants, jeunes et vieux, hommes et femmes, venus de tous les territoires et capables de rassembler toute la sociologie des Français. Depuis 5 ans, je l'ai dit, nous avons peu travaillé sur notre organisation militante. Nous sommes dans un mouvement de fin d'autonomie des fédérations. La démocratie interne, et je le dis avec beaucoup de tristesse, a été confisquée par un clan. Le débat a été vitrifié. Et c'est pour ça que le PS doit redevenir un lieu d'élaboration de la pensée. Et pour cela, nous adapterons les formes de militantisme du XXIe siècle. C'est assez simple, nous commençons par redonner la parole aux militants. Et donc, je vous ai dit triple rassemblement. Le premier, celui de Français de toutes les sociologies, le front de classe. Deuxième rassemblement, celui des socialistes. Si mes camarades, si je suis élu premier secrétaire, je propose un agenda de la refondation que vous trouverez dans la motion. Je rassemblerai la famille des socialistes dispersés, désespérés. Plutôt que de les exclure, plutôt que de demander à ceux qui sont là de s'en aller, je proposerai à tous les socialistes de revenir travailler avec nous, tous nos compagnons de route, qu'ils aient voté pour les élections nationales ou locales, pour nous ou pour d'autres. Une fois élu premier secrétaire, c'est le premier enjeu majeur, rassembler la famille des socialistes. Je réunirai évidemment toutes les instances du parti, les secrétaires de section, si peu réunis depuis 5 ans, et nos premiers fédéraux, afin de mettre en place avec eux les éléments de notre démocratisation interne et lancer les premières conventions thématiques autour des 3 pôles que j'ai énoncés. Je réunirai tous les élus locaux, les parlementaires et de notre famille politique, afin que nous commencions dès février à proposer des solutions. Je suis maire de Vaux-en-Velin. Je sais la crise que traversent nos concitoyens, ceux qui n'arriveront pas à se chauffer, qui ne s'alimenteront plus correctement. Et donc, il faut que tout de suite nous portions des solutions. Nous sommes en responsabilité dans des exécutifs. Nous pouvons commencer à les produire dans le pays et les socialistes retrouveront à partir de février une voie pour donner leur réponse aux crises que nous vivons et essayer de les porter avec leurs parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Nous n'avons pas discuté, pendant 5 ans, pardonnez-moi, la direction nationale n'a discuté que dans l'entre-soi des partis, sans associer les militants et le pays. Une fois élus, après avoir rencontré, travaillé, commencé le travail avec les socialistes, nous débattrons sur les territoires avec les forces vives du pays au travers de conventions, avec les syndicats avec lesquels nous parlons si peu, les intellectuels, les associations, et nous voterons les lignes, nous trancherons question par question nos engagements et notre programme. Plus aucune décision stratégique, plus aucun accord
sans consultation des militants. C'est l'ADN de notre parti. Et le troisième rassemblement, c'est celui de la gauche et des écologistes. Parce que j'entends la question, mais voulez-vous être isolé? Pas du tout. Je suis moi-même vice-présidente d'une métropole gérée par les écologistes qui apporte l'union de la gauche. Non, ce n'est pas moi qui ai porté la théorie des gauches irréconciliables, ni notre texte. En revanche, je milite pour que les socialistes retrouvent leur identité dans une union qui soit faite sur un contrat de projet. Moi, je vois qu'Europe Écologie Les Verts annonce dans son congrès, par plusieurs des voix qui la composent et des voix importantes qui veulent cultiver leur jardin et qui feront leur liste autonome aux élections européennes. J'entends Fabien Roussel du Parti communiste français, dans de nombreuses interventions, expliquer les différences qu'il a avec la NUP et la France insoumise. Et il n'y a que nous qui serions inféodés, soumis en reddition vis-à-vis de la France insoumise. Ce n'est pas possible, mes camarades. Et donc, le troisième rassemblement, c'est de préparer les assises de la gauche en construisant les conditions d'un contrat de projet. C'est la voix de François Mitterrand. Je sais qu'on cite beaucoup François Mitterrand pour parler de l'accord de la NUP. Je vous rappelle que l'arrivée au pouvoir de 81 est précédée par un accord programmatique. On a d'abord travaillé sur les idées et sur les rapprochements que nous pouvions avoir. Je n'ai donc pas, et donc les seuls qui considèrent qu'il y a des électeurs irréconciliables, c'est la France insoumise qui considère que lorsque nous avons une partie de nos électeurs qui ont voté effectivement en 2017, puis en 2022 pour Emmanuel Macron Renaissance, qui ont voté pour les Verts. Celles et ceux qui restent pour nous, ce sont tous ces électeurs-là que nous devons retrouver si nous voulons demain revenir au pouvoir. Ce sont des socialistes qui n'ont pas trouvé finalement dans notre parti le travail nécessaire. À nous de les reconvaincre, à tous ces électeurs, de les retrouver, de les reconvaincre, de venir voter pour nous. Et pour cela, mes camarades, nous devons avoir toutes nos fidélités, assumer toute l'histoire de notre parti, ce qui est mon cas. Pour autant, je n'ai pas d'agenda caché. Mon agenda est celui que je vous présente dans la motion, celui de la refondation. Je ne travaille pour personne, seulement pour le Parti socialiste et la nouvelle alliance que je vous propose. Et donc, une fois élue première secrétaire, je réaffirmerai que notre parti est celui des Lumières, un parti progressiste, un parti féministe, un parti démocratique et un parti qui mène de nouveau les batailles culturelles. Parce qu'aujourd'hui, mes camarades, la question de la justice sociale, qui est le cœur des socialistes, les questions de solidarité sont malmenées par la droite et l'extrême droite qui divisent, qui séparent les Françaises et les Français. Cessons de laisser croire que nous n'avons plus de capacité de redonner à notre pays une capacité d'accompagner les plus jeunes, d'accompagner les anciens et surtout d'être en capacité de donner une vision commune du pays et de l'avenir. C'est cela aujourd'hui qui désespère les Françaises et les Français. Alors, mes camarades, cette bataille culturelle qui doit être menée, la NUP n'a pas permis de le faire. Redonnons au concept de progrès, de vivre ensemble et de justice sociale toutes leurs lettres de noblesse au travers du triple rassemblement que je vous ai proposé, celui du front de classe, le rassemblement des socialistes pour permettre un parti rénové, modernisé, l'union de la gauche autour d'un contrat de projet. Léon Blum nous disait que le socialisme est né d'une révolte de la conscience humaine contre les cruautés du capitalisme. Telle est la bataille que nous devons mener. Au nouveau capitalisme débridé, nous devons opposer un nouveau socialisme qui affronte tous les défis de notre temps. Nous devons impérativement, c'est la mission des socialistes et leur ambition, porter les utopies de ce siècle qui a commencé dans le désenchantement. C'est à cette seule condition que l'union de la gauche nous permettra de connaître des victoires et d'arriver au pouvoir. Parce que je parle bien de victoire, mes camarades. Avec l'orientation claire, volontaire que nous proposons, avec le chemin refondé, rassemblé, gouverné,
C'est un agenda de reconstruction où nous faisons rimer nouvelles solutions et nouvelles unions. Et c'est la capacité, enfin, de reconstruire un parti aux couleurs de la France qui rassemble toute sa sociologie, un parti fraternel qui donne envie de le rejoindre. Mes chers camarades, à cet instant crucial de notre histoire commune, notre responsabilité est immense et notre voix entraîne avec elle l'héritage de décennies de lutte. Nous ne pouvons accepter de voir notre parti disparaître de l'histoire, ne plus porter l'espérance et devenir le supplétif d'autres. Nous sommes les héritiers des femmes et des hommes qui ne se sont jamais résignés à l'injustice, aux inégalités, au populisme. Je sais, nous avons pu nous tromper, nous avons parfois déçu, mais les combats que nous menons sont essentiels. Mes camarades, nous serons les seuls remparts face à la montée de l'extrême droite. Nous sommes les seuls en capacité de redonner une vision, une espérance au pays qui nous permettent en 2027, mais avant, aux élections européennes, aux élections municipales, puis aux présidentielles, les sénatoriales bien sûr, mais dans ces élections face au peuple et aux habitants, d'être en capacité de leur dire le Parti socialiste, celui qui depuis 2 siècles a porté votre voix, est de retour. Il ne manquera pas au pays, nous serons présents pour porter cette union, cette unité du pays. Et je finirai par ces mots de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est ce que je vous propose de faire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, de ne pas faire écho de notre âme et de notre bouche aux huées fanatiques. C'est le chemin aussi, c'est la méthode que je vous propose pour que nous soyons, nous, le parti de la raison, le parti de la lumière, le parti de gouvernement, celui de l'espérance pour de nombreuses Françaises et Français. Nous allons, mes amis, aller vers l'idéal et comprendre le réel. Je vous remercie de votre attention. Merci.